Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième capsule pédagogique sur l'analyseur cellulaire. Nous sommes rendus à définir les principes au niveau de l'analyseur cellulaire. Dans certains appareils électroniques, les particules comptées correspondent à des variations de voltage, alors que dans d'autres appareils à fonctionnement optique, les particules sont comptées selon la diffraction de la lumière créée par leur passage devant une source lumineuse ou un rayon laser. Donc, pour ce qui est de la première, on la nomme impédance et la deuxième, on la nomme optique. Nous allons commencer dans cette capsule, nous allons parler que de l'impédance et dans la troisième capsule qui suivra, nous allons parler de l'optique. Donc, la variation de l'impédance, c'est arrivé aux alentours de 1953 et c'est un principe qu'on nomme le principe de Coulter et c'est pour ça qu'il y a plusieurs appareils maintenant que vous allez voir qui s'appellent Beckman-Coulter, donc la compagnie. Et les inventeurs, Wallace et Joe Coulter, ont inventé cette méthode et ça a été la méthode de référence la plus répandue dans les centres hospitaliers. La variation d'impédance est utilisée pour l'énumération et la formule leucocytaire. Pour ce qui est de la mesure optique, j'en glisse juste un petit mot, mais on va en parler dans la troisième capsule. Donc, c'est associé à des principes de base qui sont basés sur la cytométrie en flux et ça date de 1977. Donc, c'est une focalisation hydrodynamique et c'est basé sur la diffraction lumineuse recueillie à différents angles. C'est utilisé surtout pour la numération des globules blancs, associé à la formule leucocytaire. Cependant, quelques analyseurs cellulaires utilisent la mesure optique pour l'énumération des trois lignées, globules rouges, globules blancs, plaquettes. Ceux qui travaillent, entre autres, ceux qui sont en stage à Saint-Jérôme, au centre hospitalier Saint-Jérôme, vont travailler avec l'appareil Advia et vont avoir cette technologie-là. Je reviens à l'impédance, le principe de Coulter. Je vous explique un petit peu la base du principe d'impédance. Cette méthode est basée sur la détection et la mesure des variations de la résistance électrique, plus particulièrement des variations d'impédance. Chaque appareil comporte une ou plusieurs sondes percées d'un orifice et muni de deux électrodes, l'une interne et l'autre externe. Je vous montre sur le dessin. Donc, on a notre électrode, l'électrode externe, électrode interne, avec une sonde et vous avez un micro-orifice ici au centre. On dit qu'un courant continu relie la sonde porteuse et l'électrode externe. Donc, ici, les cellules sont en suspension dans un liquide conducteur de courant qu'on appelle une solution électrolytique. Ici, on le nomme isoton. Vous allez voir quand vous allez utiliser les réactifs pour les appareils, vous allez voir ce nom. Le volume d'échantillons aspirés dans l'orifice est toujours constant. Chaque cellule qui passe dans l'orifice déplace un volume donné de solution électrolytique, augmentant, momentanément la résistance entre les deux électrodes et créant ainsi une variation d'amplitude du courant. Le nombre de variations de courant obtenues est proportionnel au nombre de cellules présentes dans la suspension à analyser. Les variations sont recueillies par un circuit électronique qui les amplifie, les compte et les transforme en données numériques. En même temps, le microprocesseur enregistre l'amplitude de la variation. L'amplitude ici. Ou la hauteur de chaque variation électrique. Celle-ci est proportionnelle au volume de la cellule.
Donc, vous voyez qu'une impulsion égale une particule. Donc, le nombre d'impulsions qui se fait va nous donner le nombre de particules, le nombre de cellules, et la grosseur de l'impulsion va nous donner le volume. Donc, l'intensité de la pulsation de courant est proportionnelle au volume cellulaire. Dans les analyseurs cellulaires à impédance, il y a une numération des globules rouges et des plaquettes qui se font dans un bac de comptage qu'on dit bac de comptage des globules rouges et plaquettes. Il y a un comptage, il y a une mesure du volume dans ce bac à partir d'une suspension cellulaire diluée en solution isotonique, ce qu'on a vu dans la dernière diapo de l'isoton. Et le taux de dilution est élevé à 1 sur 6250. C'est un seul bac de comptage pour ces deux paramètres. Toute particule d'un volume supérieur à 24 femtolitres et inférieur à 360 est comptée comme un globule rouge. Et toute particule d'un volume supérieur à 2 femtolitres et inférieur à 20 est comptée comme une plaquette. On dit que chaque particule est placée dans un histogramme de distribution volumétrique. Donc, ils sont classés dans un tableau en fonction de leur amplitude, ce qui permet d'établir des histogrammes de distribution volumétrique qu'on parle et de déterminer le volume moyen des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Donc, vous avez ici le premier histogramme à gauche où on voit en volume ici et en temps, donc le nombre de particules qui est passé dans l'orifice. Et vous voyez que l'amplitude fait en sorte qu'on peut établir la grosseur des cellules par la suite en femtolitres. L'autre tableau, qui est un histogramme de distribution volumétrique, vous voyez que j'ai le nombre ici et j'ai le volume complètement ici en bas. Donc, si j'ai beaucoup de globules rouges microstages, je vais avoir une pyramide qui va plus aller vers ici. Okay? Donc, si je m'enligne vers vraiment un patient normal, je vais avoir une pyramide qui va vraiment s'enligner de cette façon. Si j'ai de la macrocytose, je vais avoir ici. Si j'ai deux populations, je vais avoir une pyramide qui est beaucoup plus large en haut, moins pointue. Donc, je vais avoir autant de petits de petits et de normaux ou de normaux avec des gros globules rouges, donc des macrocytoses. Ce sont les deux tableaux. Par contre, au niveau de l'analyseur cellulaire, vous allez avoir un graphique qui va ressembler à ça, un histogramme des globules rouges, exemple. Vous voyez que j'ai mon volume ici en femtolitres, j'ai le nombre ici, et la concentration pour un patient normal devrait être entre 80 et 100 femtolitres. Donc, vous voyez que j'ai une accumulation de globules rouges ici. Si on s'en va complètement à gauche, vous pourriez avoir quelques cellules ici en bas de 50 femtolitres. On dit que c'est la mise en évidence de fragments de cytoplasme ou de grandes plaquettes par l'analyse de l'histogramme à partir de 24 femtolitres. Donc, des grandes plaquettes pourraient se ramasser dans ce coin de l'histogramme. L'autre côté, par contre, où c'est beaucoup plus gros, on dit que la traînée peut correspondre au passage en coïncidence, c'est-à-dire que dans mon orifice, je pourrais avoir 2-3 globules rouges qui passent en même temps et l'appareil pense que c'est une seule cellule. Des agrégats cellulaires, des cellules agrégées et des globules blancs pourraient être dans cette partie. L'histogramme des plaquettes maintenant qui est pratiquement fonctionne pratiquement de la même façon que les globules rouges. Vous voyez, j'ai mon femtolitre ici, j'ai mon nombre de volumes. Donc, les grandes plaquettes qui sont plus grandes que 20 vont se ramasser au bout. Et les petites plaquettes ou des débris pourraient être ici complètement à gauche. Quand on parle de débris, souvent c'est des petits morceaux de bouchon parce que l'aiguille pique beaucoup dans le bouchon, mais pique beaucoup, mais si on le passe plusieurs fois, donc ça pourrait se retrouver dans cette partie. Vous avez ici l'IDVP qui est un indice de distribution plaquettaire qui est un coefficient de variation pourcentage sur la distribution volumétrique des plaquettes. Donc, c'est le coefficient d'anisocytose plaquettaire. L'IDVE ou RDW en anglais,
C'est une valeur statistique aussi qui correspond au coefficient de variation en pourcentage qui est calculé sur la distribution des rouges. C'est notre coefficient d'anisocystose. C'est avec les DVE qu'on peut aller voir si notre patient, qu'on doute si notre patient pourrait avoir de l'anisocystose. Un DVE entre 10 et 14 vous voyez qu'il est tout à fait normal dans le graphique. Et DVE élevé plus grand que 18, on s'en va vers un petit peu de l'anisocystose. Et DVE très élevé, vous voyez que si on a une double population, dans le cas où un patient recevrait de la transfusion, une transfusion de sang, le patient aurait de la macrocytose et a reçu une transfusion avec des globules rouges tout à fait normales. Je fais une petite révision des indices érythrocytaires. VGM, volume globulaire moyen. Vous voyez que le VGM se calcule avec l'hématocrite divisé par les globules rouges. Le TGMH, c'est l'hémoglobine divisé par le nombre de globules rouges. Et le CGMH, c'est l'hémoglobine divisé par l'hématocrite. La numération des globules blancs maintenant. Le bac de comptage des globules blancs, c'est un comptage à partir d'une suspension cellulaire diluée en liquide hémolytique. Donc, le taux de dilution est faible et c'est 1 dans 250. Donc, vous voyez qu'on a mis un liquide hémolytique pour vraiment hémolyser les globules rouges dans ce bac. Toute particule d'un volume supérieur à 35 femtolitres est comptée comme un globule blanc. L'histogramme, au niveau général, je vous fais un petit tour. Donc, on a dit que si la grosseur des cellules était entre 35 et 360, mon appareil s'enlignait vers des leucocytes, lymphomonocytes et granulocytes. Donc, si mes cellules sont entre 24 et 360 femtolitres, on s'enligne vers des globules rouges. Et on peut déterminer, bien sûr, le VGM, s'il mesure les femtolitres. Et tout ce qui reste par la suite, au niveau du TGMH, CGMH et DVE, c'est calculé, et l'hématocrite aussi. Pour ce qui est de l'hémoglobine, je vais y revenir dans la prochaine diapo. Et si mes cellules sont entre 2 et 20 femtolitres, mon analyse détermine des plaquettes, donc le VPM et l'IDVP. Le dosage de l'hémoglobine maintenant. Ça a lieu dans le bain de globules blancs. Je vous ai dit tantôt qu'on utilisait un liquide hémolytique. Donc, on hémolyse les globules blancs, mais on récupère l'hémoglobine. Le liquide hémolysant lyse les érythrocytes. Puis, on convertit l'hémoglobine libérée par la lyse en cyanméthémoglobine. Ce pigment est mesuré par un photomètre à une longueur d'onde à 525 dans la période qui suit la troisième numération. Donc, tout ce qui est récupéré des globules rouges dans le bac du globule blanc, des globules blancs, est mesuré par un spectrophotomètre à 525 pour la mesure de l'hémoglobine. La formule leucocytaire automatisée maintenant, je vous ai expliqué dans la première capsule qu'il y avait au début des appareils à 3 populations ou 5 populations. C'est sûr qu'on en voit de moins en moins des 3 populations, granulocytes, lymphocytes, monocytes, mais vous pourriez encore en avoir là, comme backup, des appareils de backup. Je vais me concentrer sur la 5 populations qui permet, en associant plusieurs principes technologiques, l'analyse des neutraux, éosinaux et basaux, mono et lympho, et en plus, le repérage facilité de populations anormales du sang, donc exemple lymphocytes atypiques, cellules immatures, précurseurs érythroblastes. Donc, c'est un petit peu plus spécifique. Vous savez que l'analyse automatisée au niveau de la formule leucocytaire à 5 populations est vraiment performante. On en a parlé dans la première capsule. Je répète que l'analyse calcule un nombre élevé de leucocytes, entre 5000 et 10 000 pour sa formule leucocytaire, ce qui est tout à fait énorme par rapport à la formule leucocytaire microscopique. Au niveau de la circulation des globules blancs après hémolyse des globules rouges dans le bac,
Il peut avoir un système de liquide de flux laminaire. C'est un principe de base de la technologie de cytométrie en flux. Et par la suite, apparition successive des globules blancs individualisés dans un ensemble de mesures permettant une analyse optique simultanée de plusieurs paramètres naturels. Donc, la technique que je vous parle ici en bas pour les formules leucocitaires, c'est plutôt la technique optique. Okay? Ce n'est pas l'impédance. La technique optique est beaucoup plus précise pour les formules leucocitaires que l'impédance. Donc, vous pouvez voir qu'elle est capable, vous allez voir tantôt, on va en parler dans la 3e capsule, elle est capable d'aller vraiment chercher au niveau du volume cellulaire, de la présence de granulation, au niveau de la densité du noyau. Donc, et cette technique-là aussi, on peut la faire avec une coloration, avec la fluorescence. Donc, c'est beaucoup plus précis. Il y a des circonstances où il faut effectuer obligatoirement une formule au microscope et ne pas se contenter de la formule de l'automate. Donc, c'est sûr que la formule leucocitaire est très précise à l'appareil, mais il faut toujours être derrière l'appareil et valider les résultats. Donc, vous devez suivre les procédures du centre hospitalier. Il y a des critères du centre hospitalier et de l'hématologiste qu'il faut suivre pour les formules leucocitaires. Entre autres, une formule leucocitaire d'un nouveau-né. Si vous la passez à l'appareil, si vous passez le prélèvement, vous allez voir qu'il y a toujours un petit peu de macrocytose, de polychromatophilie. Donc, il va y avoir des résultats qui vont un petit peu sortir des valeurs de référence, mais il va falloir vraiment aller voir pour vraiment valider le tout. Un premier examen d'un malade avec nette anomalie de numération. Donc, c'est la première fois. Variation brutale et inexpliquée, incohérence avec le contexte clinique ou thérapeutique, alarme de l'automate pour lesquels il n'y a pas d'explication évidente au vu du dossier et ou des examens antérieurs, et alarme de l'automate pour distribution cellulaire inhabituelle sur les greffes. Donc, cela termine notre 2e capsule pédagogique. On a vu le principe d'impédance. Je vous invite à aller vers la 3e capsule. On va se pencher sur le principe optique. Merci.